CNN and MSDNC, corrupt and illegal. Le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Faut arrêter d'être derrière les écrans et... La première. Et scroller et vivre à travers les autres. Les clés médias. Je suis debout au-dessus de 5 millions de dollars en vrais billets. C'est le plus grand prix de toute l'histoire du divertissement. Marie Van Kutsem. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés médias. C'était il y a quelques jours, le youtubeur français Squeezie sortait Stop the Train, sa dernière production en date, très vite qualifiée de vidéo la plus chère de YouTube français. Aux États-Unis, c'est MrBeast qui est le grand Manitou du genre, des jeux qui propulsent des candidats dans des décors démesurés, avec des épreuves spectaculaires, des caisses en verre immenses, remplies de dollars pour bien illustrer les gains faramineux qui attendent les candidats. MrBeast, c'est le paradis des superlatifs. Face à ces formats, ces codes, il peut nous sembler bien loin le temps des rendez-vous du samedi soir devant le petit écran. Mais est-il vraiment dépassé ce petit écran face à YouTube, Twitch et les autres ? On va dans cette émission parler de l'évolution des formats, de l'image, du rythme, des codes de ces productions numériques face à la télé et s'interroger sur leur business model, d'où viennent les sous. Mais tout d'abord, on s'immerge quelques minutes dans l'ambiance de ces méga productions numériques. La première. Les clés médias. Aujourd'hui, j'ai rassemblé 10 youtubeurs qui vont s'affronter dans un train en marche pour essayer de gagner 100 000 €. Ça s'appelle Stop the Train et c'est la dernière production de Squeezie, l'un des youtubeurs français les plus populaires avec 17,9 millions d'abonnés. Cette vidéo, c'est 9,5 millions de vues en quelques jours et 700 000 € pour la produire. On explose les chiffres du YouTube français. Vous savez pas tout ce que je suis prêt à faire pour 100 000 €. Qui réussira à atteindre la locomotive et à remporter le jeu? Qui remporte les 100 000 €? Qui seront les 9 candidats à rester enfermés dans les wagons? Oh, la pression, la pression! Squeezie a commencé comme beaucoup avec une chaîne consacrée aux jeux vidéo en 2008. 3 ans plus tard, il crée sa chaîne actuelle sous ce fameux pseudo de Squeezie et dépasse le 1 million d'abonnés alors qu'il n'a que 17 ans. Bien, salut tout le monde, c'est Squeezie. Et si on se retrouve aujourd'hui avec ce short de bain sur la tête, c'est pour... Non, sorry, c'est ridicule, j'avais envie de faire ça. Attends, je me recoiffe, je suis un beau gosse. Non, je sais. Aujourd'hui, il a 29 ans, l'ambiance a bien changé, les moyens aussi. Début octobre, autre énorme événement, Squeezie organise la 3e et dernière édition du GP Explorer. Je suis comme un fou, le public est fou aussi, ça y est. C'est une course de F4, le petit modèle de la F1, avec 24 créateurs et créatrices de contenu. Mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer à ressentir comment ils sont, est-ce qu'ils stressent, est-ce qu'ils stressent pas. Lors de la dernière édition, 60 000 personnes étaient venues assister à l'événement et surtout, il y avait 1,3 million de viewers en direct sur Twitch pour suivre la compétition. Oh là là, est-ce que Gotha peut le faire? Est-ce que Gotha peut le faire? MrB qui tient, il défend pour l'instant pour cette 12e place. Cette 12e place qu'il vise en plus, MrB. Exactement. Mais Gotha, il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Gotha! Débauche d'audace, projet hors normes, moyens importants. Aujourd'hui, il semble que ce soit en ligne que l'on assiste à ce qui fait parler. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. En 2024, Inoxtag, un autre grand nom du petit monde francophone sur YouTube, fait beaucoup parler de lui avec Kaizen, le récit de son entraînement et de son ascension de l'Everest. Faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et scroller et vivre à travers les autres. Sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Parce que si vous avez écouté les gens, je serais pas là, putain. Le film, diffusé en ligne, mais aussi dans les salles de cinéma et sur certaines chaînes de télévision, a secoué l'opinion. Un vrai rapprochement entre générations, confiaient certains parents qui avaient regardé avec leurs ados. Un scandale pour d'autres, car Kaizen a montré la colonisation du toit du monde par des hordes de touristes de l'extrême. Autre élément dans ce film, la pub et le placement de produits, bien visibles, car c'est comme cela que ça fonctionne, comme ici, avec un autre youtubeur français, JMK, qui annonce le contenu de sa vidéo avant de faire une petite pause. J'ai récupéré ma nouvelle montre que je vous montre assez rapidement. C'est une Tudor, donc c'est un peu comme la Giro d'Italia, avec une boîte tout en carbone, les petits détails jaunes qui sont tout simplement magnifiques. Si les annonceurs, si les moyens, si les idées sont sur les plateformes numériques, que reste-t-il à la télévision linéaire ? YouTube a-t-il tué la télé ? C'est notre question du jour.
Voilà de quoi se plonger dans l'ambiance. Bonjour Greg Biwalski. Bonjour Marie, bonjour à tous. Vous êtes à distance avec nous depuis Paris. Vous êtes le directeur général de Webedia Creators. C'est l'agence qui est derrière Squeezie, Inoxtag et bien d'autres. Vous vous définissez comme accompagnateur de talent, mais au fond, que faites-vous très concrètement avec ces créateurs de contenu ? Alors concrètement, effectivement, alors je vais juste recontextualiser un petit peu. Effectivement, aujourd'hui, YouTube fête ses 20 ans cette année, en 2025. Donc ça fait déjà 20 ans que cette plateforme existe et a permis à des centaines, voire des milliers, effectivement, de créateurs d'exister, à des millions de personnes d'uploader du contenu en volume. Et autour de tout ça, c'est constitué une économie, une véritable industrie qu'on appelle aujourd'hui la creator economy. Et on accompagne donc les créateurs de contenu justement dans leur développement, lorsque effectivement ils arrivent à fédérer des communautés sur ces réseaux, et notamment YouTube en priorité. On les accompagne dans la production de contenu, comme on en a parlé effectivement en introduction, Kaizen notamment, avec Inoxtag, et on va financer ces productions justement en allant chercher des partenaires qu'on va associer à ces différents projets. Donc vous dites partenaires, vous parlez des annonceurs, vous êtes un peu l'interface entre ceux qui vendent les publicités et les créateurs de contenu, c'est ça ? Oui, tout à fait. En réalité, aujourd'hui, les annonceurs cherchent à toucher les communautés, notamment les communautés les plus jeunes, ce qu'on appelle la Gen Z. Les créateurs savent leur parler, les agrègent sous leur communauté justement, et ils connaissent bien les codes pour pouvoir parler de ces marques à leur communauté. Donc on fait effectivement, on se met en tant qu'intermédiaire entre ces créateurs et les marques et ou leurs agences, les marques ont également des agences, pour pouvoir trouver les bons dispositifs, les bons contenus, les bons profils pour parler aux bonnes communautés par rapport aux attentes des marques. Et les créateurs et créatrices de contenu, ils viennent vous voir ou bien c'est vous qui les démarchez à partir d'un certain nombre d'abonnés Comment ça se passe en fait ? Alors, on va dire qu'au démarrage, effectivement, il a fallu identifier les créateurs et aller proposer justement de structurer autour d'eux des équipes pour pouvoir aller monétiser leurs inventaires, financer leurs projets, leurs ambitions, leurs productions. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché c'est quand même assez structuré. On voit exister en fait 3 typologies, on va dire, de setup en termes de commercialisation. Les créateurs qui sont justement assez gros pour être indépendants et qui ont leurs propres équipes. Les créateurs qui ont monter notamment des agences et les créateurs qui sont en agence. Donc il y a ces 3 typologies. Nous aujourd'hui, on évolue de plus en plus vers un modèle où on se considère moins comme une agence et plutôt comme des partenaires justement des créateurs. Les créateurs sont eux aussi en train de grossir, de se structurer, de devenir des entreprises et des entrepreneurs à part entière. Et donc en fait, on se positionne comme associés ou comme coproducteurs de leur contenu et de leurs projets. Ça illustre bien évidemment la professionnalisation aussi du secteur ces dernières années. Bonjour Romain Leroux. Bonjour. Vous êtes avec nous en studio, vous ne venez pas trop loin puisque vous travaillez ici à la RTBF en tant que réalisateur. Vous êtes également professeur à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, où l'on enseigne autant la réalisation que la production, le montage, en fait tous ces métiers qui sont en lien avec la télé, le cinéma, les formats numériques. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit, gentiment, poser la question « YouTube a-t-il définitivement enterré la télé ?» C'est une question de boumeuse. Alors, je vais vous poser la question, Romain Leroux, pourquoi c'est une vision tronquée d'imaginer que la grand-messe du JT ou bien les rendez-vous devant certaines émissions du petit écran ont moins de succès parce qu'on voit émerger des contenus qui drainent tout un public sur d'autres écrans? En effet, je ne pense pas qu'un média enterre nécessairement l'autre. Il s'agit plutôt de la cohabitation entre 2 types de médias différents. J'irai plus loin en disant que c'est une certaine complémentarité qui se développe avec des systèmes qui évoluent et qui se nourrissent l'un l'autre. La télé, pour moi, reste un incontournable pour certaines grandes messes, comme le journal, le sport, les événements en direct, mais aussi le prime time familial. Donc c'est l'émission du soir où des millions de téléspectateurs se rejoignent et se rassemblent ensemble devant la télévision. Tandis que YouTube attire un public de manière générale plus jeune, qui aime l'interactivité, la proximité avec les créateurs. Je dirais plutôt que YouTube change nos usages à la télévision. En tant que consommateur, on choisit ce qu'on regarde, on s'habitue à des formats plus courts, plus dynamiques. Et nous, de notre côté, à la télé, on s'en inspire. Vous consommez beaucoup de contenu sur YouTube. C'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de votre profil, Romain Leroux. Oui. Comment ces 2 écosystèmes, disons, donc télé linéaire d'un côté, YouTube et plateforme de l'autre, vont se répondre et s'inspirer aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'on parle, plutôt une hybridation, une coexistence qu'une concurrence? Tout à fait. Alors,
En 2 temps, je dirais que la télé regarde YouTube et apprend. On a été amené, avec l'explosion de YouTube, à être confronté à un public plus adepte des montages rapides. Dans la continuité, on a fait évoluer la vitesse de nos montages, le rythme, nos accroches. Aujourd'hui, on n'installe plus une émission de télévision comme on le faisait avant, en prenant plusieurs minutes avant de pointer du doigt ce dont on parle. On essaye d'accrocher les téléspectateurs de la même manière que les youtubeurs accrochent les viewers. Mais à l'inverse, YouTube regarde aussi la télévision. On voit qu'au fur et à mesure, depuis 10 ans, depuis l'explosion de YouTube, les youtubeurs s'inspirent des codes lors, par exemple, de la création de leur format. Donc la structure narrative des concepts YouTube évolue énormément, mais aussi de manière plus concrète, la lumière, les plans, la bande-son. On se rend compte aujourd'hui que certains contenus sur YouTube sont des contenus qui pourraient être tout à fait diffusés en télévision. Je vais vous donner quelques exemples, comme par exemple le QG, qui était une émission de plateau diffusée sur YouTube, Légende, qui est l'imposteur de Squeezie, et pour aller plus loin, des émissions diffusées sur YouTube et sur Twitch, comme le GP Explorer, qui est en fait ça va se retrouver sur France 2 cette année. Une course de Formule 1 et Eleven All-Star, qui est une compétition de football. Alors on l'a dit, la dernière vidéo de Squeezie, c'est 700 000 €. Romain Leroux, est-ce que la télévision fait encore des productions pour ce type de montant? Et si oui, on parle de quel programme? Alors en Belgique, c'est pas le marché français, donc les grosses productions approchent peut-être d'une vingtaine, d'une trentaine de % de ces montants, mais en France, il existe quelques énormes prime time, les émissions tête de proue de certaines chaînes qui coûtent ce prix-là. Je citerai par exemple The Voice, Koh-Lanta, Danse avec les stars, La France a un incroyable talent, etc. Ça reste des émissions très prestigieuses. Ces émissions ont ce prix-là, de la même manière que sur YouTube, ça reste une exception des formats qui coûtent aussi cher et ce n'est pas la règle. Oui, c'est ça, il faut aussi le mentionner. Ce sont ces émissions-là dont on parle, puisqu'elles sont... on sort tous les superlatifs, évidemment, mais ce n'est pas la grande majorité. Est-ce que vous êtes d'accord, Greg Biewalski, sur cette idée qu'il y a une convergence entre YouTube et la télé? Et si oui, comment ça se matérialise pour vous? Alors oui, totalement aligné avec ce sujet de la convergence entre les médias, finalement. Moi, je vais peut-être focuser et parler d'un cas très concret qui illustre tout ça, c'est Kaizen. Kaizen, c'est un programme qui a été pensé pour YouTube et pour la communauté d'Inoxtag. Inès voulait, dès le départ, pouvoir proposer à sa communauté un superbe programme autour de son challenge, à savoir se défier, sortir de sa chambre, comme il dit, et d'arrêter de jouer à des jeux vidéo pour pouvoir aller découvrir le monde, par le biais de l'alpinisme en l'occurrence. Quand on a fait ce programme, effectivement, avec lui, qu'on visait YouTube, finalement, on s'est rendu compte que, à son retour et dans la construction de l'exercice, la qualité des contenus méritait largement d'être exposée ailleurs que simplement sur YouTube, et que la cible était bien plus large que la communauté d'Inès en elle-même, puisqu'effectivement ça pouvait toucher les parents notamment, de par l'angle qui était pris par le montage. Et au final, on a choisi donc d'aller le diffuser au cinéma, qui a été un gros challenge, diffuser finalement la veille de sa sortie YouTube, un film dans les salles où on demande finalement aux gens potentiellement de payer un billet, alors que le lendemain à 14h on se retrouve avec la même diffusion de programme gratuite sur YouTube. Et puis finalement on se rend compte que on a battu tous les records en termes d'entrées sur une seule soirée, près de 400 000 entrées dans les cinémas en France, en Belgique et dans tous les pays francophones. Le lendemain sur YouTube, 12 millions de vues en 24 heures. Quelques jours après en télévision, notamment à la RTBF, avec un succès d'audience là aussi quand même important malgré le nombre de millions de vues qui a été fait. Et je boucle la boucle en allant jusqu'à une plateforme SVOD, Disney+, qui a repris le programme également au mois de mai dernier, donc un an après que Inès soit arrivée sur le toit du monde, pile jour pour jour. Et là aussi, un succès d'audience sur une plateforme, alors que le film est toujours disponible sur YouTube et approche aujourd'hui des 50 millions de vues. Donc en fait, la télévision peut faire partie de l'écosystème de diffusion des contenus YouTube, comme YouTube peut devenir aussi la caisse de résonance de programmes ou d'IP historiques linéaires. Et là, je peux citer notamment Danse avec les stars, qui a été un programme évidemment très, très successful en télévision, et avec Michou, le spin-off digital qui a été fait, Danse avec les stars d'Internet, avec des créateurs de contenu sur Twitch, et où là aussi on a rencontré un énorme succès auprès des jeunes générations. Donc convergence absolue, je pense, entre les deux supports.
Donc, Greg Bivalski, si je comprends bien, il vaudrait mieux partir finalement du produit aujourd'hui pour parler de quelque chose plutôt que des supports. Ça n'a plus vraiment de sens. Oui, aujourd'hui, en fait, à partir du moment où on réfléchit un programme, un contenu, finalement, le vrai gros sujet pour tout le monde, c'est sa distribution. Et quand on parle de distribution, effectivement, c'est, alors dans les termes techniques du métier, on parle de fenêtrage. Historiquement, le cinéma d'abord, puis quelques temps après la PTV, puis quelques temps après la Free TV, la télévision linéaire. Aujourd'hui, en réalité, je pense que ces barrières-là du fenêtrage, avec les jeunes générations qui sont ultra consommatrices de contenu sur leur plateforme, on va pouvoir effectivement revoir un petit peu ce track record un peu historique de diffusion et aller sur une multidiffusion de l'intégralité des contenus sur l'intégralité des plateformes en fonction des cibles qu'elles cherchent à toucher. Alors, on va évidemment continuer à parler de tout cela. Vous l'avez dit, YouTube a 20 ans cette année. On s'est dit ici que c'était aussi l'occasion de retracer l'évolution de la plateforme et ce qui a fait son succès. Et c'est Sarah Pousset qui nous l'explique. YouTube est créé par 3 anciens employés de PayPal. L'histoire dit que c'est le fameux Nipplegate lors du Super Bowl de 2004 qui leur donne l'idée. En direct devant 85 millions d'Américains, Justin Timberlake termine le show en arrachant un bout du bustier de Janet Jackson. Son sein apparaît quelques secondes en direct avant le noir complet. L'un des 3 fondateurs n'a pas pu voir cette image en direct. Il cherche donc absolument à la revoir les jours suivants, mais sans succès. Il se lance alors dans la création d'un site d'hébergement de vidéos, YouTube, né le 14 février 2005. Dans la toute première vidéo de la plateforme, on voit l'un des créateurs, Jawed Karim, devant des éléphants du zoo de San Diego. Alright, so here we are, in front of the elephants. Aucun intérêt dans cette vidéo, mais une belle illustration du premier style YouTube. Des vidéos amateurs, bricolées, souvent mal filmées, qui donnent un aperçu de la vie des gens. Des vidéos sans aucune réglementation aussi, ni modération. On peut donc trouver de tout sur la plateforme. Et puis, différence importante, il n'y a pas encore d'algorithme. Une vidéo devient donc populaire grâce au bouche à oreille et au partage de contenu. En 2006, Google rachète la plateforme et la mondialise. Elle est d'ailleurs traduite en français et débarque donc chez nous. La monétisation des contenus est aussi lancée. Ça fait plusieurs années que l'école c'est terminé pour moi. Pourtant, je peux pas oublier plein de petits trucs que je déteste à l'école. Des trucs mais tout cons, mais qui m'énervent. Les premiers youtubeurs sont nés dans les années 2010, le vrai âge d'or de YouTube. D'abord avec un style un peu podcast filmé mais humoristique, comme Cyprien ici qu'on a entendu, mais aussi Norman, Mr V. Ils nous parlent dans un décor au final assez classique. Il y a aussi bien sûr les vidéos gaming, les tutoriels, des vidéos de chats, et puis surtout les clips musicaux. Gangnam Style de Psy est la première vidéo à dépasser le milliard de vues, c'est en 2012, mais la danse Baby Shark explosera les compteurs des années plus tard avec 15 milliards de vues, ce qui en fait la vidéo la plus populaire de la plateforme. En fait, au fil de son histoire, YouTube a connu des tas de tendances, le Harlem Shake ou tout un tas de challenges, et puis les vlogs lancés notamment en 2017 par Lena Situation. Pendant le mois d'août, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Dans 3 jours, je suis en vacances, donc je vous propose qu'on passe tout l'été ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un aperçu de l'intimité des youtubeurs avec un succès fou. La plateforme se professionnalise, elle durcit aussi ses conditions, notamment pour la rémunération des contenus. Et puis on y retrouve désormais des séquences médiatiques, des conférences universitaires ou encore des cours en ligne. Chaque jour, 5 milliards de vidéos sont regardées depuis YouTube partout dans le monde. 5 milliards de vidéos regardées par jour. On mesure toute la puissance de frappe de YouTube. Alors Romain Leroux, on a parlé de la convergence des supports, on a bien compris à ce niveau-là. Malgré tout, est-ce que YouTube ne reste pas le terreau de l'audace aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas là une liberté de ton plus grande ? On peut se permettre plus de choses, on peut s'adresser aussi à des publics plus de niche, entre guillemets, là où la télévision, malgré tout, elle doit continuer à essayer de s'adresser au plus grand nombre.
En effet, pour parler de la télévision que je connais bien, il y a une certaine linéarité dans la diffusion des programmes de télévision qui oblige à s'adresser au plus grand nombre, à des heures fixes, dans des cases et donc dans des durées de format qui sont fixes. La télévision, de par sa structure, demande, lorsqu'on crée du contenu, de rendre des comptes à toute une chaîne de commandement, ce qui est normal. C'est plus difficile, évidemment, de prendre des risques tranchés, sachant qu'on se trouve dans des cases qui sont historique. Greg Biwalski, je me tourne vers vous parce que c'est vrai qu'il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est évidemment l'argent. On a parlé des placements de produits, vous évoquiez Kaizen tout à l'heure. Hein. Ça, c'est hyper répandu sur YouTube, plus qu'à la télé, où on a l'habitude de voir des écrans pubs définis, très identifiables, début et fin, avant d'avoir la suite de son film, par exemple. Dans Kaizen, on voit la marque des équipements de sport d'Inoxtag. Il y a aussi une séquence où il parle de sa petite crème de jour en faisant une démonstration. Quelles sont les règles en matière de pub dans ce genre de format ? Et est-ce qu'il y en a d'ailleurs ? Alors, effectivement, le placement de produits, le brand content, comme on l'appelle, est la source principale de revenus de tous les créateurs aujourd'hui. L'industrie s'est forgée autour de ce concept et de ce principe, beaucoup plus effectivement répandu qu'en télévision notamment, où c'est peut-être beaucoup plus encadré également. Par contre, il y a effectivement des règles assez strictes sur le placement, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui un certificat de l'influence responsable qui oblige, entre guillemets, à la fois les créateurs et leurs agences et leurs partenaires à notifier lorsqu'il y a du placement de produits dans les vidéos. Donc tout est systématiquement notifié, indiqué, précisé. Donc rien n'est évidemment caché. Pour revenir sur Kaizen, effectivement, les exemples des marques qui sont intégrées, c'est un petit peu donc une évolution aussi. On a parlé de l'évolution des contenus des créateurs ces 10-15 dernières années sur YouTube. Il y a aussi l'évolution du placement de produits. Au démarrage, il y avait plutôt ce qu'on appelait des intégrations vidéo avec une intro qui permettait d'annoncer le sponsor de la vidéo. Aujourd'hui, on engage et on intègre les marques dans le storytelling. Donc effectivement, avec Inoxtag sur Kaizen, l'idée c'était justement de pouvoir intégrer totalement les marques dans l'histoire. Quand on voit un clip de Inox en train de s'entraîner durement avec des équipements Nike, c'est parce qu'effectivement Nike est sponsor et partenaire de l'événement. Donc c'est vraiment l'intégration absolue des marques dans l'histoire qui aujourd'hui fait de plus en plus de sens pour les créateurs et qui est de plus en plus poussée pour pouvoir effectivement générer les revenus nécessaires à la production de leurs vidéos. Vous parliez de certificat d'influence. Ça, c'est quelque chose qui est entériné sur le plan juridique ou bien c'est plus une charte interne au secteur ? Alors en France, la France est très avancée sur ce sujet-là parce qu'effectivement, il y a vraiment une formation qui est dédiée à la fois aux créateurs et influenceurs ainsi que leurs agents pour pouvoir effectivement comprendre les règles qui ont été instaurées par la loi. Un syndicat, une union a été montée également, l'UMIC, c'est l'Union des métiers de l'industrie des créateurs de contenu, qui représente à la fois les créateurs de contenu mais aussi les agences et potentiellement aussi des marques et qui s'engage justement à respecter la législation sur à la fois donc la publication de sponsors, les marchés interdits également qui sont respectés. Donc les secteurs interdits à la publicité en France ne peuvent pas être intégrés en brand content sur les réseaux et chez les créateurs. Donc il y a quand même un certain encadrement effectivement juridique sur le marché. Concernant les placements de produits, il y a les pour et les contre pour ce genre de publicité. Certains disent que c'est de la publicité déguisée, que c'est pas bien identifiable, que c'est presque sournois, surtout si on s'adresse aux plus jeunes. D'autres diront que au moins c'est assumé, c'est scénarisé, c'est bien plus fluide qu'une coupure publicitaire comme on les connaît à la télé. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, je pense qu'on tend et on va de plus en plus vers quelque chose de très assumé et surtout de très déclaré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un créateur de contenu qui publierait donc un placement produit sans indiquer à sa communauté que c'est un placement de produit, ça se fait soit par le biais de la plateforme, au-dessus ou au-dessous de la vidéo, voire même dans la vidéo, il est indiqué partenariat rémunéré ou collaboration commerciale ou publicité. Si c'est pas indiqué, effectivement, le créateur est finalement, en tout cas en France, hors la loi. Donc c'est signalable d'ailleurs sur une plateforme qui est dédiée à cela. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce que nous on considère, c'est qu'avec ces initiatives qui sont prises d'encadrement de la publicité et du placement produit auprès des créateurs, on arrive à, encore une fois, une influence responsable qui permet effectivement, de respecter la législation sur les marques et les secteurs autorisés à la publicité, que ce soit fait de manière informative vis-à-vis des communautés pour que ce ne soit pas pris de manière sournoise. Romain Leroux, aux États-Unis, MrBeast, c'est un youtubeur milliardaire, sans doute l'un des pontes de ces vidéos où
où tout est démesure. Il a organisé les Beast Games. Alors ça, on rappelle 1000 candidats, des épreuves parfois même un peu borderline au niveau éthique, un pactole de 5 millions de dollars à la clé. Quand on voit ce qui se fait en France, tous ces formats un peu hors normes dont on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'escalade à la démesure quelque part? Il y a tant de chaînes, tant de créateurs de contenu que pour aller attirer son public, ses annonceurs, il faut y aller toujours plus fort. C'est pas mon impression. J'ai le même âge que Squeezie, donc je peux parler de YouTube et de son évolution durant les 10 dernières années. On est passé de personnes qui se filmaient seules dans leur chambre à des personnes qui se sont placées dans des dispositifs de production de taille moyenne, des petits talk shows, des petits échanges à 3 à 4 personnes. Et déjà là, c'est juste l'expression d'idées qui peuvent être produites et construites. Les youtubeurs sont sortis depuis longtemps de ce cadre où ils sont seuls dans leur chambre face à leur écran. Et pour créer leurs idées, ils doivent simplement avoir des moyens et des équipes qui sont à la hauteur de ces idées. Et donc, depuis 3 ans, 4 ans, on sent vraiment une explosion des idées, une explosion des formats et des possibilités que les youtubeurs ont. Et si Squeezie nous propose aujourd'hui Qui réussira à stopper le train, qui est un format qui reprend énormément de codes télévisuels, mais qui demande aussi des moyens de production qui sont ceux habituellement de la télévision, c'est parce qu'il peut se le permettre, je pense, tout simplement. Vous êtes professeur, on l'a dit, à l'IAD. Comment le corps professoral s'adapte à ces métiers qui vont devoir aujourd'hui et demain savoir faire bien plus de formats qu'hier? Je pense que la doctrine de hier était d'apprendre aux étudiants à réaliser des formats de télévision classiques, des talk shows, leur apprendre techniquement à mettre en image. Là où je pense qu'aujourd'hui, le défi d'un corps professoral est plutôt de leur apprendre avant tout à raconter, leur apprendre à raconter leur histoire et mettre en place des moyens techniques qui permettent de raconter leur histoire, peu importe le médium, vu qu'aujourd'hui, les médiums s'hybrident et se mélangent. Quand on produit une émission de télévision, aujourd'hui, on réfléchit à ce qui pourrait être segmenté pour mettre sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc finalement, je pense qu'il est question de narration plus que de moyens techniques aujourd'hui. Vous l'aurez compris, YouTube n'a pas tué la télé, YouTube vit avec la télé. Et si les publics sont tout de même distincts, les deux supports s'inspirent, s'hybrident, et les contenus, qu'ils viennent de la télé ou de YouTube, sont désormais pensés pour être multidiffusés ailleurs. Pour autant, on sent bien que YouTube et d'autres plateformes sont aujourd'hui les fers de lance du changement. C'est là qu'on trouve les créateurs et créatrices les plus audacieux, les idées les plus spectaculaires, c'est là qu'on teste de nouvelles manières de faire de la publicité. Et avec le temps et les moyens qui augmentent, le secteur de l'influence se professionnalise. Quant à nous, spectateurs, nous voguons d'un support à l'autre face à une offre toujours plus large. Merci à nos invités, Greg Biwalski, directeur général de Webedia Creators, l'agence qui est entre autres derrière Squeezie ou Inoxtag, Romain Leroux, réalisateur à la RTBF et professeur à l'IAD, à la réalisation de cette émission justement, Jonathan Rémy, à la préparation Sarah Pousset et Marie Van Cutsem. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous, laissez-nous quelques étoiles et figurez-vous que les clés sont aussi disponibles sur YouTube. Tout est dans tout. À la semaine prochaine pour de nouvelles clés médias.